Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder le problème des lecteurs-rédacteurs. Donc, précédemment, on a parlé du problème de euh, producteur-consommateur. Si vous n'avez pas encore regardé la capsule dédiée à ce problème-là, je vous conseille fortement de la regarder. Donc, plusieurs processus concurrents partagent une base de données en lecture-écriture. Donc, on a des tâches de base de données qui vont être de lire de la base de données et d'autres tâches qui vont servir à écrire dans la base de données. Pour assurer la cohérence des données de la base de données, il faut bloquer tout accès à la base de données si il existe un processus dans la base de données qui est en train de la modifier. Ce qui se passe, c'est que si jamais il y a une tâche dans la base de données qui veut modifier une donnée, qui veut modifier une certaine donnée X, puis qu'en même temps qu'il y a un autre processus qui lit la donnée X, donc si les deux processus s'exécutent en même temps, le lecteur et le rédacteur, on pourrait avoir une incohérence. Au même titre des incohérences qu'on a vues lors de la présentation générale du chapitre 5. Donc, par contre, les processus peuvent accéder à la base de données en même temps en mode lecture. On s'entend que si on a 10 000 lecteurs qui sont en même temps dans une base de données, il n'y a aucun risque, puisqu'il n'y a rien qui altère les données de la base de données. Les processus qui accèdent en écriture à la base de données sont appelés les rédacteurs ou les écrivains, puis ceux qui accèdent en lecture, on va les appeler les lecteurs. D'où problème lecteur-rédacteur. Donc, c'est ça un peu l'overview du problème du lecteur-rédacteur. Donc, on veut donc un accès partagé en lecture et un accès exclusif en écriture. Encore là, pour ce qui est de l'accès mutuellement exclusif, de l'accès partagé, si vous ne comprenez pas ces concepts-là d'exclusivité et de partage, je vous conseille fortement de regarder la capsule sur le chapitre 5 qui va présenter en détail tout le vocabulaire que vous avez besoin pour comprendre ces capsules-là. Donc, pour assurer un accès exclusif à la base de données au rédacteur, il suffit d'utiliser, comme on a vu encore là dans la capsule du chapitre 5, un sémaphore binaire qu'on va appeler redact. Chaque rédacteur doit détenir le jeton, donc doit être capable d'abaisser le sémaphore afin de pouvoir accéder à la base de données. Ce qui veut dire que les autres écrivains qui vont vouloir accéder en même temps vont être bloqués, ils vont tomber dans la file d'attente du sémaphore. Donc, pour assurer un accès partagé au lecteur, il suffit que le premier lecteur détienne euh, le jeton d'accès de la base de données, pour qu'ensuite les lecteurs vont pouvoir détecter, bon, il y a juste un lecteur qui est là, c'est bon, nous, on peut passer. Donc, on a besoin d'un compteur du nombre de lecteurs dans la base de données. Ce compteur-là, on va l'appeler NBL pour nombre de lecteurs. Comme la variable nombre de lecteurs est partagée par plusieurs processus, donc par tous les lecteurs, à chaque fois qu'un lecteur va entrer, il va incrémenter ce nombre-là. À chaque fois qu'un lecteur va partir de la base de données, il va le décrémenter. On a absolument besoin d'un sémaphore binaire pour protéger sa modification. Exactement. En fait, le NBL qu'on a ici, c'est un peu comme le solde du compte de banque qu'on a vu dans l'exemple de la capsule du chapitre 5. Encore là, je répète, c'est excessivement important d'avoir regardé la capsule du chapitre 5 afin de pouvoir bien comprendre ce qu'on est en train d'étudier ici. Donc, on a une petite illustration ici. On a notre NBL qui est initialisé à 0. On a notre sémaphore redact qui est égal à 1 qui sert pardon, à l'accès exclusif à la base de données. Puis on a le mutex qui sert à protéger la variable NBL. Donc, le rédacteur, ce qu'il va faire, c'est il va faire en fait une boucle infinie. Il va essayer d'abaisser redact, donc dire je vais essayer d'avoir accès exclusif à la base de données. Je vais écrire quand je vais avoir réussi à avoir l'accès exclusif. Puis après ça, je vais laisser mon tour à la prochaine personne qui est dans la file d'attente du sémaphore. Le lecteur, ce qu'il va faire, c'est toujours dans une boucle, c'est vraiment pour simuler que le lecteur va vraiment jamais arrêter. Donc, c'est sûr que dans la vraie vie, on n'aurait pas une lecture infinie. Là, c'est juste pour simuler. Donc, le lecteur, ce qu'il va devoir faire, c'est avant de pouvoir comparer vraiment à chaque fois qu'on a NBL, il va falloir s'assurer de faire P de mutex pour être capable d'avoir l'accès exclusif, donc d'abaisser le sémaphore. Un coup qu'on a réussi à baisser le sémaphore, on peut regarder si le nombre de lecteurs est égal à 0. Un coup qu'on a terminé la comparaison, on fait le P de redact. Un coup que ça c'est fait, donc P de redact permet, comme on l'a dit, d'avoir un accès exclusif à la base de données.
Comme on a vu ici, pour assurer un accès partagé au lecteur, il suffit que le premier lecteur détienne le redact avant d'accéder à la base de données. Un coup que c'est fait, les autres lecteurs, les lecteurs suivants, pourront y accéder, tant qu'il y aura au moins un lecteur dans la base. Donc, on s'entend qu'ici, si on réussit à faire P de redact, on dit c'est bon. Sûrement qu'avant, il y a eu un rédacteur qui a fait P de redact, qui a réussi à écrire, qui a fait V de redact. Pendant ce temps-là, il y avait un lecteur dans la file d'attente du sémaphore. Il a réussi à faire P de redact. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va incrémenter le nombre de lecteurs, étant donné qu'on vient de rentrer en tant que lecteur dans la base de données. Puis on va faire V de mutex. Donc V de mutex, pourquoi? Parce qu'on a terminé notre manipulation de nombre de NBL ici. Après ça, on fait notre action de lire. On fait P de mutex parce qu'on a terminé notre lecture et qu'on s'apprête à descendre le nombre de lecteurs. Après ça, on regarde si, après avoir décrémenté le nombre de lecteurs, on tombe à 0. On fait un V de redact parce qu'on permet au rédacteur, possiblement en attente ici, de se débloquer. Finalement, on a terminé de manipuler NBL, donc on fait V de mutex. Donc, un truc que je peux vous donner, c'est souvent dans des évaluations, vous allez avoir des noms peut-être un peu trop génériques de mutex ou de sémaphore. Comme ici, on a mutex. Un meilleur nom ici, ça pourrait être, je sais que c'est très long comme nom, mais ça décrirait parfaitement ce que c'est. Supposons mutex protection NBL, mutex accès NBL. Donc, mutex accès NBL permettrait de facilement comprendre à quoi ce mutex-là sert. Par contre, ici, vous pourriez avoir un code dans une évaluation où vous avez beaucoup de noms qui sont assez génériques. Donc, ce que je vous conseille vraiment de regarder, comme ici, on voit qu'on a un P de mutex, puis on a un V de mutex ici. Qu'est-ce qu'on essaye de protéger entre cette zone critique-là? Parce qu'on sait très bien, comme on a vu dans la capsule générale du chapitre 5, qu'une zone critique qui doit être exécutée en exclusion, mutuellement exclusive, est bornée par un P d'un mutex et d'un V d'un mutex. Donc ici, la section critique, si on voit bien, c'est la manipulation de NBL. Donc c'est sa lecture, sa comparaison et son incrémentation, donc son écriture. Donc ici, on pourrait dire, bon, nécessairement, mutex sert à protéger NBL. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on utilise mutex ailleurs? Oui, on l'utilise ici. Donc, on voit qu'on a un autre P et un V. On voit donc ici qu'on a une autre section critique qui est aussi la manipulation de NBL. Donc là, on peut vraiment conclure, ce mutex-là sert vraiment à protéger l'accès mutuellement exclusif de NBL. Donc, j'ai fait un code, en fait, on a préparé un code pour vous sur GitHub qu'on vous conseille de faire. Puis, c'est un exercice qu'on vous donne. Donc, on vous demande de modifier le code lecteur-rédacteur.c de manière à empêcher les lecteurs d'accéder à la base de données si au moins un des rédacteurs est en attente. Donc, ici, j'ai mis la solution en pseudocode. Mais en fait, sans tout vous expliquer, je vais vous dire qu'il faut avoir un mutex qui va permettre au processus de s'exécuter tour à tour, d'exécuter leurs tâches tour à tour. Donc, pour la prochaine capsule, je vais vous parler du problème des philosophes. J'espère que cette capsule vous a été utile et vous a aidé à comprendre le problème des lecteurs-rédacteurs. Et à la prochaine!